Ravi de vous retrouver. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, débrayage le mardi 22 suivi d'une grève totale. C'est la décision du G7 pour lutter contre les violences en milieu scolaire. Les détails de ces perturbations annoncées dans ce journal avec le secrétaire général du QSEMS. Et cette perturbation d'eau dans la capitale sénégalaise ne manque pas d'impact. Un manque de communication de la part de la Sen'Eau décrié par les quartiers touchés par la coupure. Pendant ce temps, les cas de Covid-19 connaissent une hausse au Sénégal. La présence de variants ne laisse pas indifférentes les populations qui indexent un relâchement de la part des uns et des autres. Bienvenue à tous. Un débrayage le mardi 22 et une grève totale le mercredi. C'est ce qu'annonce le G7 en réaction, selon eux, contre les violences notées en milieu scolaire et du mutisme du gouvernement sur la question. Abdoulaye Ndoye, secrétaire du QSEMS et porte-parole du G7 et au micro de Babacar Seck. Des cas de violence sont signalés dans l'espace scolaire à travers le Sénégal. En tant que syndicat représentant les enseignants, nous avons pris notre responsabilité, non ça pour alerter, mais pour dénoncer et exiger, conformément à l'article 16 qui régit les fonctionnaires, du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires, l'État a l'obligation de garantir la sécurité des travailleurs, mais notamment des enseignants, contre les menaces, les outrages, les invectives, les injures et les violences physiques. C'est pourquoi nous avons dit, nous accusons le gouvernement, ils doivent assurer la sécurité des enseignants. S'ils ne le font pas, nous allons prendre nos responsabilités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants sont en danger. Certains nous ont dit, est-ce que l'heure, oui, parce que le gouvernement n'a pas su assurer. Et nous dénonçons également le mutisme coupable des autorités académiques et administratives qui ont l'obligation d'assurer. Et ils l'ont dit, des sanctions exemplaires doivent être prises à l'échelle nationale pour que cela ne se reproduise plus. Ce que nous demandons, c'est une reconnaissance sociale et politique. Des solutions innovantes proposées pour l'amélioration de la prise en charge et du traitement des malades. À l'issue des travaux d'étudiants des universités Gaston Berger de Saint-Louis, Aliou Diop de Bambey et de l'école polytechnique de Dakar, fruit de 8 mois de recherche, d'élaboration, d'application sur la santé, le reportage de Babacar Seck. Ils sont 5 équipes de jeunes innovateurs à avoir bénéficié de bourses de recherche à travers le programme iLead conduit par l'IRSF qui a misé sur les compétences des étudiants des universités du Sénégal. Souvent, ce qui nous manquait au niveau de ces universités, c'était l'accompagnement qu'il fallait. Et peut-être avec la nouvelle génération, il y a aujourd'hui un nouvel élan et on pense que cet élan donc, ne va pas se briser. Et donc on s'est dit avec Prof, pourquoi ne pas donc lancer cette initiative qui consistait à accompagner les jeunes, parce que le financement local, c'est ça qui posait le plus de problèmes, mais aussi tous les projets qu'on soumet, surtout les projets intéressants, c'était vraiment financé, c'était des projets qu'il fallait déposer en anglais. Les 5 thèmes majeurs sélectionnés ont été présentés. Ils portent tous sur la gestion et les pratiques liées à la santé, avec notamment des applications pour prévenir et traiter certaines maladies. La santé digitale va être quelque chose qui va, dans quelques années, va devenir une réalité incontournable et va utiliser pour cela l'outil qui est entre les mains de la majorité de nos citoyens, c'est-à-dire des portables et tablettes qui vont être connectés, et cette corrélation avec le système de santé est à faire puissamment. C'est quelque chose qui va bouger très rapidement dans le monde. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a travaillé à l'accompagnement des équipes et va veiller à la protection des innovations. Notre rôle, c'est véritablement d'accompagner et de faire en sorte, avec l'IRSF, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé, que ces innovations aboutissent, soient protégées et puissent être appliquées concrètement au niveau de notre système de santé. Pour rappel, des bourses de 5 millions de francs ont été octroyées aux équipes pour faciliter le développement et l'avancement des projets d'innovation.
Parlons de la COVID-19. Plusieurs variants détectés au Sénégal par l'Institut Pasteur de Dakar. L'on cite le variant britannique, le variant nigérian, le variant sud-africain et celui indien. Et 10 autres lignées du virus ont été identifiées pendant la période allant d'avril à mai 2021. C'est selon le docteur Ousmane Faye que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheikh Diop. Oui, en fait, c'est ce travail qui a été fait entre dans la surveillance, en tout cas, du virus. Donc là, effectivement, dans ce cadre, nous avons ciblé une population pendant une période de 2 mois, c'est-à-dire de mars à avril, sur les voyageurs qui étaient prédisposés à la sortie. Et c'est là qu'on s'est aperçu effectivement qu'il y a des variants qui ont circulé chez ces personnes. Et donc le variant britannique avait déjà été signalé, donc on l'a retrouvé. Il y a le variant nigérien également qui a été retrouvé chez les populations, mais il y a le variant sud-africain. Ce qui est vraiment nouveau, c'est vraiment le variant indien qui a été identifié chez 2 personnes. Donc, sans entrer un peu dans les détails, donc par exemple, si on voit le variant britannique, donc en fait, il y a 63 qu'on a vus sur les 275 qui ont été testés. Et dans les 63, les 38 sont de nationalité sénégalaise. Il y a 25 également qui sont de nationalité étrangère. Et pour le variant indien également, c'est 2 cas qui ont été vus de nationalité également étrangère. Et donc, en fait, ces variants, on a identifié qu'ils provoquaient une transmission assez importante. Et donc, ça, effectivement, ça a lieu, en tout cas, pas de s'inquiéter, mais de renforcer la vigilance. Et la présence de ces différents variants préoccupe les populations. À cela s'ajoute la hausse des contaminations. 141 nouveaux cas en espace de 2 jours. Nos interlocuteurs s'inquiètent d'une éventuelle 3e vague. Cependant, ils tiennent comme responsables les autorités de ce relâchement observé chez les populations. Plus de détails dans ce reportage signé Mam Seynabou Babou. Le respect des mesures barrières, du moins la distanciation physique, règne sur cette grande place. Seydou suit avec intérêt l'actualité, une actualité marquée par l'apparition de nouveaux variants de Covid au Sénégal. Situation qui, dit-il, ne le surprend pas avec les déplacements des populations et des étrangers. Je suis au courant de ces nouvelles variantes, ça m'étonne d'une part, mais d'autre part non. On est au Sénégal, il y a beaucoup d'entrées et de sorties, donc c'est très normal que ces variantes apparaissent ici. C'est normal, c'est normal. Ousseynou s'inquiète non seulement pour lui, mais aussi pour ses proches. Je suis très inquiet, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes voisins. Une maladie qui peut nous amener à la mort, que Dieu nous en préserve, ainsi qu'à tout le monde. Un rebond de cas noté depuis le début du mois de juin, Amadou pointe du doigt les autorités. Le problème, c'est que Sénégalais ne bàyyi seen loxo mais lu tax nu bàyyi seen loxo ñi jiite. Beaucoup de Sénégalais ont relâché par rapport aux mesures et gestes barrières. Et ceci, c'est à cause des autorités. Le président est en train de faire des tournées économiques avec ses inaugurations. Des milliers de personnes se rassemblent là-bas et s'entassent. Avec tout cela, comment on peut penser à une diminution des cas de contamination? Ces nouveaux variants apparus au Sénégal inquiètent. La recrudescence des cas de contamination pourrait s'empirer. Le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération et son homologue allemand de la coopération et du développement ont signé un protocole d'accord dans les domaines divers, renforçant ainsi les liens de fraternité entre les 2 pays. Et dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, l'Allemagne offre un soutien de 20 millions d'euros à l'Institut Pasteur pour la fabrication, la mise en place des vaccins, la production des vaccins. Oui, Amadou Hott revient ici sur les termes de cet accord. Il est au micro de Abouté Dissaou. Dans le cadre de ce MOU, donc de ce protocole d'accord, il s'agira de renforcer notre coopération dans différents domaines. Au nom de son gouvernement, au nom de la chancelière Angela Merkel, souhaite appuyer la production de vaccins anti-Covid en Afrique. Et en phase donc avec l'Union africaine, ils ont choisi le Sénégal
aussi comme partenaire stratégique dans le cadre de cette initiative majeure de production de vaccins anti-Covid, mais également de création d'infrastructures qui vont permettre à l'Afrique d'être autonome dans le futur pour lutter contre ce genre de pandémie. Dans le cadre de la lutte contre cette crise, l'Institut Pasteur, qui est déjà en avance par rapport à beaucoup d'autres instituts, propose un projet stratégique très cohérent qui est soutenu par la plupart, sinon par tous nos partenaires au développement. Et l'annonce de M. Muller aujourd'hui pour un soutien de 20 millions d'euros à l'Institut Pasteur pour la production de vaccins localement est une décision majeure de l'Allemagne que nous apprécions à sa juste valeur. La sécurité des citoyens sénégalais à l'ordre du jour du point de presse du leader de PASTEF, Ousmane Sonko a pointé du doigt des nervis et interpelle les forces de défense et de sécurité et demande par ailleurs aux Sénégalais de se préparer pour la mobilisation du 23 juin. Écoutons Ousmane Sonko, leader de PASTEF, au micro de Aïssatou Kane. Vous me permettez de rendre hommage à nos parents du Fouta, qui se trouvent être mes grands-parents personnellement, à ces braves fils et ces braves filles du Fouta, regroupés dans cette organisation qui s'appelle Fouta Tampi, que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas et que je souhaiterais rencontrer de manière tout à fait transparente et ouverte, qui sont les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal, qui sont les dignes héritiers de Almami Abdelkader Kane, qui sont les dignes héritiers de Omar Foutiyou Tall. Prendre des nervis pour escorter un président de la République, c'est une honte pour le Sénégal. C'est l'illustration la plus parfaite de la faillite de nos institutions. Où est la police de ce pays? Où est la gendarmerie de ce pays? Où est même l'armée nationale de ce pays? Aux forces de défense et de sécurité, nous connaissons votre professionnalisme. Vous faites la fierté du Sénégal partout dans le monde. Et ici chez nous, aujourd'hui vous êtes réduits à être des compléments d'effectifs de nervis. Ce qu'on vous demande, à défaut de pouvoir faire votre travail. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous arrêtiez ces nervis. Le monopole de la violence légitime dans une république, ça n'appartient qu'aux forces régulières. Donc vous voyez à côté de vous... Retard au bureau, activité au ralenti, entre autres effets des perturbations dans la distribution d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale. Une perturbation causée par une entreprise effectuant des travaux sur le chantier du BRT, renseigne le communiqué de la CNO. Prise au dépourvu, les populations invitent les responsables de la CNO à plus de communication vis-à-vis de leurs clients. Abdourahmane Li et Moussa Fall se sont rendus dans 3 quartiers de la capitale impactés par cette fuite. Regardez. Ce quartier d'Ungor fait partie des quartiers impactés par la fuite causée par les travaux du bus rapide transit. À cause de la coupure d'eau, Hamza Sanya et son ami vont arriver en retard au bureau. Constatant les robinets à sec, cette logisticienne s'est rendue à la boutique acheter de l'eau pour pouvoir se laver. Heureusement, il y a ma cousine, elle, d'habitude, elle remplit les bouteilles qui sont à la maison. Donc, elle avait rempli 5 à 6 bouteilles. Donc, avec ces 5 à 6 bouteilles, on a pris quelques bouteilles hier, la nuit, à la descente pour se laver. Ce matin, j'étais obligée d'aller à la boutique acheter les bouteilles de Kiren de 1 litre pour pouvoir me doucher et aller au boulot. À Liberté 6, non loin de l'endroit où les travaux de réparation se tiennent, nous nous introduisons dans la cuisine d'une restauratrice. Prise au dépourvu, Matigueye espère une communication plus efficace des responsables pour éviter ce genre de désagrément. C'est en revenant du marché que j'ai constaté que les robinets sont à sec. C'est à ce moment-là que nous sommes partis en chercher et nous en avons trouvé dans une zone assez lointaine. Si j'avais été informée de cette coupure d'eau depuis hier, j'allais anticiper en remplissant les bassines. Je ne le savais pas et c'est un problème. Abdoulaye Keita est informé, ce qui lui a permis d'anticiper pour pouvoir faire son travail. Nous nous étions levés très tôt hier pour chercher de l'eau. C'était vers 7 heures du matin afin de nous procurer de ce liquide précieux pour pouvoir travailler.
C'est la raison pour laquelle donc nous ne ressentons pas trop la coupure. La fin des travaux est prévue ce 18 juin, ce qui permettrait à cette partie de la population de reprendre ses activités convenablement. Et direction la ville sainte de Touba, au marché Ocas, commerçants et vendeurs de portables ont mis sur pied une association dénommée Djoubel de Gueule, avec comme objectif assainir leur secteur souvent pointé du doigt. Face à la presse, les occupants du marché Résobi de la cité sainte invitent leurs pairs à respecter la fatwa du Khalif général des Mourides. Correspondance à Touba, Gorandaklo et Tchernofay. Souvent indexés par certaines populations de recel, commerçants et vendeurs de téléphones portables du marché Ocas de Touba s'érigent en bouclier pour défendre l'intérêt de leur secteur, d'où la mise sur pied d'une association dénommée Dëggal Jubal ak Leeral. Association bi liko taxa jóg lenn la fi mu tàmbalee mooy liggéeyal Serigne Touba. Après la fatwa du calife général des Mourides, nous avons jugé que nous devons assainir notre milieu, raison pour laquelle nous avons mis en place une association pour que les occupants de ce marché suivent les instructions du calife à la lettre. D'ailleurs, nous avons appréhendé certains malfaiteurs. Ainsi, le président de l'association Dëggal Jubal profite de l'occasion pour plaider la cause des forces de l'ordre qui, selon lui, rencontrent d'énormes difficultés pour assurer la sécurité dans la capitale du mouridisme. Normalement, lu mu gàtt gàtt police bi ci nekk war nga am benn oto boo xamante ni mooy nekk ci police bi pour di def ay intervention. Quand il y a urgence, l'intervention des forces de l'ordre tarde souvent et cela est dû à un manque de moyens. C'est pourquoi nous appelons les autorités à appuyer la police et la gendarmerie pour qu'elles puissent assurer le maillage. ngay bay sa weewu tànk ndax bëri na jafe-jafe yi am yoo xamante ni xëy na bu fekkoon ñi nga xamante ne ñooy ñëw di def intervention ñëw nañ à temps kon yenn lakk-lakk yi wala yenn jafe-jafe yi am sécurité bu matee du am. À Touba, l'insécurité galopante hante l'inquiétude de certaines populations qui invitent d'ailleurs les autorités compétentes à redoubler d'efforts. Le village artisanal de Soumbédioune vit toujours les difficultés de la Covid-19. Les artisans peinent à avoir des clients. Ils souhaitent plus de visibilité pour ce lieu classé patrimoine du Sénégal. L'endroit n'est pas bien connu selon eux. Le reportage de Mamadou Dia avec Mafalfal. La Covid-19 a toujours impacté le monde du travail. L'artisanat peine toujours à s'en relever. Au village artisanal de Soumbédioune, les clients ont l'embarras du choix sur les produits artisanaux, des sculptures, sacs, maroquinerie. Mais il est toujours difficile de trouver acheteurs. Pour le moment, les reprend des activités, c'est un peu difficile pour le moment. Parce que ça reste encore. Parce que ceux qui viennent ici actuellement, c'est des gens qui ont la nationalité et ceux qui ont le séjour. C'est eux qui viennent. Mais ceux qui ont le visa, ils ne peuvent pas sortir et revenir. Donc, ce n'est pas encore ouvert carrément. C'est pour cela que les choses ne sont pas encore démarrées pour nous jusqu'à présent. Les artisans de la maroquinerie vivent la même situation. Seuls quelques touristes passent. On a un espoir, hein, parce qu'on a commencé de vivre des touristes qu'on n'a pas vus depuis 2 ans. Ils ont commencé de revenir. Donc cela, on a un espoir. Mais pour reprise totale, mais il n'y en a pas pour encore. Mais on a notre dignité et toujours nos responsabilités de rester ici, de souffrir avec. Ndeyastou Gueye vend des sacs tissés. Cette artisane dit être impactée et attend toujours sa part du fonds force Covid. C'est difficile, il nous faut des touristes pour écouler nos produits. On ne les voit pas. En plus, certains d'entre nous n'ont toujours pas reçu leur aide fonds force Covid. Ces artisans plaident par ailleurs pour plus de visibilité. Le village artisanal est niché quelque part à Soumbédioune, caché par le tunnel qui a fini de le prolonger aux oubliettes.
L'actualité, c'est également cette marche de l'Union des oulémas pour l'éthique et la citoyenneté. L'organisation dénonce l'homosexualité grandissante selon eux au Sénégal. Les religieux invitent les populations et les autorités au respect des valeurs. Par ailleurs, dans la même marche, les oulémas ont souhaité que le dialogue national soit inclusif et qu'il ne soit pas l'apanage des politiciens. Mamadou Lamine Fati, compte rendu. Une procession des oulémas de Guédiawaye contre l'homosexualité, la liberté de la Palestine et le dialogue national. L'Union des oulémas pour l'éthique et la citoyenneté a sillonné les rues des communes de Ndiarim Limamoulaye et de Wakinan Nimzat pour dénoncer l'homosexualité au Sénégal. Sur la commission d'élection, ça nous ne l'accepterons jamais. Il faut que ça soit clair. Comme l'a dit tantôt Imam, effectivement le président nous avait rassuré en disant tant qu'il serait à la tête de ce pays, il n'y aura pas d'exalté. Nous l'acceptons. Mais des fois, ça laisse un peu à désirer. Parce que nous sommes en face des gens qui ne se fatiguent jamais. Ils ne se fatiguent jamais. Tant qu'ils sont là, tant qu'on ne sera pas vigilant, ils seront toujours chez les manipulateurs. Ils ont leur argent, ils ont le pouvoir, ils ont les moyens. Donc il faut qu'on soit ferme. Il faut que vraiment que nous, avec détermination, pour dire non et stop à l'homosexualité. Le dialogue national, un sujet qui préoccupe l'Union des oulémas de Guédiawaye, qui souhaite que ce dialogue ne soit pas juste une affaire de politiciens. Le dialogue national, c'est une entité. Mais on a l'impression qu'il n'y a que le dialogue politique. L'électorat politique alors que... Mais l'économie est là. Hein? La jeunesse est là. Tout ce qui importe, tout ce qui intéresse, l'éducation vraiment, l'éducation, vous dites, les autres segments de la société ont été doyés par le dialogue politique. Alors que ça, vraiment, ce n'est pas normal. Il se réclame gardien des valeurs. Ces membres de l'Union des oulémas pour l'éthique et la citoyenneté, à travers la marche organisée, interpellent les autorités et les populations au respect de l'éthique et à la conservation des valeurs. Les éléments français au Sénégal et les forces armées sénégalaises ont célébré ce jeudi la journée des blessés et anciens combattants. La cérémonie a eu lieu au camp Gel de Ouakam. Dépôt de gerbes, hymnes nationaux, dons et concerts. Une belle cérémonie qui a vu la présence des autorités sénégalaises et françaises. Omar Khan et Barresso y étaient. C'est en association avec les forces armées sénégalaises que les éléments français au Sénégal ont célébré la journée des blessés et des anciens combattants. Une cérémonie qui débute par un dépôt de gerbes au monument des morts. Un geste suivi des hymnes nationaux sénégalais, puis français. Des anciens combattants, des blessés de guerre, des éléments de l'armée française et de l'armée sénégalaise. Un grand moment de communion en soutien aux blessés. Voilà, c'est un moment extrêmement important de rassemblement, je dirais même de communion entre les forces armées sénégalaises et les forces armées françaises, incarnées ici par les éléments français au Sénégal, pour exprimer tout notre soutien et toute notre gratitude à nos blessés. Les forces armées sénégalaises et françaises sont des armées d'emploi qui sont pleinement engagées, épaule contre épaule, dans la lutte contre le terrorisme. Elles payent le prix du sang et nous avons de nombreux camarades au sein de nos deux armées qui ont été touchés dans leur chair, profondément, mais également dans leur esprit, marqué par les horreurs de la guerre. Un soutien financier a d'ailleurs été réuni pour aider les blessés dans leur reconstruction. Cette reconstruction physique ou psychique, elle est toujours extrêmement longue. Elle est incertaine. C'est un véritable parcours du combattant dans de nombreux domaines, bien sûr, dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de l'organisation, de la vie quotidienne qu'il faut réinventer, mais aussi parfois dans le domaine financier. Ce sont donc environ 6 millions de francs CFA
que nous avons reçu de la part de nos partenaires et que nous avons la joie, l'honneur de partager à part égale entre les armées sénégalaises et les armées françaises pour aider les associations et bien sûr les services de l'État qui sont organisés pour soutenir nos blessés et leurs familles dans la durée. Pour boucler la boucle, un concert des musiques militaires sénégalaises et françaises, au grand bonheur des invités. Les actualités internationales en bref et en images nous mènent d'abord en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan ce jeudi 17 après 10 ans d'absence. Une journée historique mais aussi chaotique marquée par des échauffourées entre jeunes partisans et forces de l'ordre. Et si l'agitation a duré jusque tard dans la nuit, la situation est revenue au calme ce vendredi. Pour rappel, c'est la première fois que Laurent Gbagbo foule le sol ivoirien depuis qu'il a été chassé du pouvoir en 2011. Un retour permis par son acquittement de crimes contre l'humanité par la justice internationale et par le feu vert donné par Abidjan au nom de la réconciliation nationale. Le Togo signale un nombre relativement faible de 13 000 cas confirmés de Covid-19 et 125 décès. La nation ouest-africaine a maintenu des mesures sanitaires d'urgence strictes depuis avril de l'année dernière, une décision qui a indirectement porté un coup à son économie dépendante de l'agriculture qui repose fortement sur le commerce transfrontalier. Les frontières ouest et est du Togo ne sont distantes que de 50 km à sa pointe sud, alors que les frontières du pays restent fermées. Les affaires et les exportations, comme d'habitude, sont bloquées entre plusieurs de ses voisins de la région, tels que le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Au Nigeria, le président Mohamed Buhari et son nouveau chef de l'armée ont effectué une visite de travail d'une journée auprès de la police, des forces spéciales et des troupes dans le nord du Nigeria. À Maiduguri, dans l'état de Borno, les autorités nigérianes mènent une opération contre le groupe islamiste radical Boko Haram. La visite du président Buhari visait à évaluer la situation sécuritaire. Selon les médias locaux, il dit qu'il était ravi de voir un niveau de coopération entre les agences dans leur quête pour vaincre les groupes terroristes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn ce soir. Retrouvez Khalifa Diakhaté dans Intérêt Général. Bonne soirée, à demain.